Bonjour et bienvenue chez Agora, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Anthony Glynauer, professeur à l'Université de Sherbrooke. Il est co-directeur du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec et dirige la revue Mémoire du livre, Studies in Book Culture. Il vient de publier en 2025 les classiques littéraires, Introduction à une sociologie, chez les presses de l'Université de Montréal. Monsieur Glynauer, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Merci, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Alors, première question, évidemment. Comment est-ce que vous définirez ce qu'est un classique littéraire de manière générale? Au début du livre, j'ai choisi une petite épigraphe, une petite citation de Flaubert qui dit, qui sort du dictionnaire des idées reçues, qu'il avait écrit, puis jamais publié. Et ça dit, les classiques, on est censé les connaître. Et finalement, c'est une bonne définition. Les classiques, ce ne sont pas forcément les œuvres qu'on a lues, c'est les œuvres qu'on devrait avoir lues, qu'on devrait connaître dans une société donnée, à un moment donné. C'est-à-dire qu'elles font autorité, d'une certaine manière. Oui. Et comme elles font autorité, on serait quelque part, tous et toutes, censés reconnaître et connaître cette autorité. Donc les classiques changent avec le temps, avec les lieux, mais le phénomène qui fait qu'on construit des classiques, ce phénomène-là reste. Alors, justement, qui décide qu'une œuvre devient classique, justement? Alors, vous en avez parlé, justement, mais il me semble, est-ce que c'est une fusion de tous ces éléments, l'école, la maison d'édition, les personnages emblématiques, la critique littéraire aussi? Est-ce que c'est un regard qu'il faut porter sur chacune de ces critères ou bien c'est toute une fusion de ces éléments que je viens de citer? Il y a un processus, c'est un nom assez long, mais qui dit bien ce que ça veut dire, que j'appelle la classicisation. Et la classicisation consiste à rendre une œuvre, un auteur, ou un mouvement, ou même un personnage, à le rendre classique. Et ce processus-là, il se fait avec l'intervention de toutes sortes d'individus, toutes sortes d'institutions, toutes sortes de médiations. Donc l'école est effectivement une médiation importante, la famille en est une autre, quelles sont les œuvres que l'on nous a présentées quand on était petit, la critique littéraire bien sûr, aujourd'hui toutes sortes d'influenceurs et de lieux d'influence où l'on nous indique quelles sont les œuvres que l'on a préférées. Parfois même, on nous montre quel est le nombre de personnes qui les ont à ce point aimées. Mais donc, il y a toutes sortes d'interventions, certaines plus importantes ou plus déterminantes que d'autres. L'intervention principale que j'ai identifiée pour ce livre, ce sont ceux que j'appelle les lettrés. D'accord. Et les lettrés, que ce soit des hommes ou des femmes, les lettrés ont une activité, ce n'est pas forcément ce qui leur fait gagner leur pain, mais ils ont une activité dans le monde littéraire, dans le monde intellectuel, dans le monde scolaire. Et cette activité a une influence et eux ont une volonté, souvent collective, d'imposer telle œuvre plutôt que telle autre. Donc ce sont des interventions séparées qui, toutes mises ensemble, donnent une sorte de consensus sur quels sont les classiques d'un moment. Très bien. Alors, les lettrés, ils ont ce rôle important, justement. Permettez-moi de rapporter à la page 20 ce passage que les notions du classique et du classicisme ne sont donc ni stables ni unifiées dans leur signification et que la question du classique est artistique ou littéraire autant que politique ou identitaire. Pour quelle raison la question du classique ne peut revêtir, justement, cet aspect politique ou identitaire, surtout si on voit le cheminement, par exemple, de certaines œuvres littéraires comme Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, une œuvre qui a divisé la société française entre conservateurs, gens qui étaient pour et contre que ce recueil soit publié. Et puis, ça revêtit quand même un aspect quelque part politique. Donc, pour quelle raison la question du classique ne peut revêtir forcément cet aspect politique? Elle a, je pense, toujours une dimension politique, elle a toujours une dimension identitaire, elle a toujours différentes dimensions qui interviennent. Le cas de Baudelaire est tout à fait intéressant parce que c'est une œuvre qui a été effectivement intensément débattue jusqu'à faire l'objet d'un procès pour certaines des pièces des Fleurs du Mal.
et qui ne s'est imposé que petit à petit, qui a fait l'objet, comme vous le dites, d'un intense débat pendant de très longues années au milieu du XIXe siècle. Et ça n'est que vers, disons, le premier tiers du XXe siècle que cette œuvre-là a commencé à véritablement s'établir comme un classique que l'on lit dans les écoles, que l'on peut recommander. Avant ça, c'était encore une œuvre reconnue principalement par d'autres poètes. Et donc l'œuvre a fini par atteindre un certain niveau de consensus. Et ça passe souvent par l'imposition scolaire, mais pas seulement. Ça passe aussi par des rééditions, ça passe aussi par un intérêt collectif. Quand ce sont des romans, ça passe par des adaptations. Pensons aux Misérables, qui a été adapté tant de fois. Mais donc l'œuvre finit par faire consensus, et quand elle fait consensus, elle peut prétendre à ce statut de classique quelque part. Tant qu'elle est l'objet de polémiques, le statut de classique ne lui convient pas tout à fait. Il y a un moment de stabilisation au bout duquel une œuvre ou un auteur peut atteindre ce statut, et il peut le perdre plus tard. Très bien. Puis le critère de la langue, parce que là, on parle juste d'œuvres classiques, là, en français, là, écrites par des Français, là, mais est-ce que ça prenait justement d'être traduit pour que ça, n'est-ce pas, pour que ça puisse revêtir cet aspect quand même d'une œuvre classique, de son appellation d'œuvre classique, par exemple, comme par exemple Dostoïevski a été obligé, n'est-ce pas, de traduire en français. S'il avait écrit justement, qu'il avait écrit ses œuvres en langue russe sans traduction, vous pensez que ça aurait peut-être pu avoir cette prouesse, cette performance-là? Certainement pas. Le rôle de la traduction est capital. C'est là que la dimension sociologique que je mets de l'avant dans ce livre-là joue un rôle important, dans la mesure où on voit bien, il y a beaucoup d'études qui montrent ça, que ce sont les langues dominantes qui sont celles des zones dominantes, l'anglais aujourd'hui d'abord et avant tout, mais le français plutôt. Donc ce sont les langues dominantes qui sont aussi les langues dominantes dans la traduction. Ce sont les langues que l'on traduit le plus, et ce sont les langues qui traduisent le moins les autres langues. Et donc effectivement, les classiques sont aussi souvent les classiques des zones culturelles qui ont été culturellement dominantes, qui se sont imposées, notamment par la voie de la colonisation. Et il y a là tout un phénomène fascinant de voir comment est-ce que certaines œuvres ont été proposées, sinon imposées, aux élèves dans les pays qui étaient colonisés. Et ensuite, comment est-ce que ce soit au Maroc, au Sénégal ou dans d'autres pays, ces œuvres sont restées ou pas, et d'autres œuvres ont atteint un statut de classique alors qu'elles ont été produites à ce moment-là sur place. Très bien. On fait une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'invite M. Anthony Glienhauer pendant cette émission chez Agora, ici Télévision. On vous revient dans les prochaines minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Les classiques littéraires, introduction et sociologie, de son auteur, Anthony Glienhauer. Je pense que tout le monde a lu des classiques depuis la jeunesse. Là, on se rappelle. Il y a beaucoup de titres, là, en allant de Balzac jusqu'à Flaubert, jusqu'à Victor Hugo, Baudelaire. On parlait de Baudelaire tout à l'heure. Les Fleurs du Mal. Chacun retient un titre qui est marquant, n'est-ce pas? Et là, on a un livre qui décortique un petit peu, plus ou moins, cette appellation des classiques littéraires, avec beaucoup d'auteurs ici, justement comme référence. Page 43, M. Glienhauer, il peut y avoir gradation de ces notions, de la reconnaissance à la panthéonisation, il faut bien prononcer, de l'émergence à la canonisation. Quel que soit le terme choisi, il y a une difficulté qui demeure, c'est l'ultidimensionnalité de la réussite et de l'échec. Donc, est-ce qu'il y a un risque que, par exemple, le canon littéraire soit influencé par des rapports de pouvoir de manière générale? Je pense qu'il l'est toujours. Il y a d'ailleurs eu de nombreuses tentatives jusqu'ici au Québec, plus ou moins couronnées de succès selon les cas, pour élaborer des listes qui seraient des listes d'œuvres considérées comme les plus importantes, ou des listes d'œuvres considérées comme des classiques, si on veut utiliser ce terme-là. Et
ces constructions de listes, ces élaborations et ces élections d'œuvres et d'auteurs et d'autrices qui viendraient nourrir une liste comme celle-là, tout ça, ce sont des processus qui sont intensément discutés et donc qui ont une dimension politique, une dimension de réflexion collective sur quelles sont les œuvres qui nous représentent le mieux. Parce qu'après tout, c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des œuvres représentatives. Alors, est-ce que ces œuvres représentatives, ce sont des œuvres du passé, comme celles dont on a parlé jusqu'à présent, ou est-ce que ça devrait être des œuvres plus contemporaines? Est-ce que ce sont des œuvres qui sont très proches de nous parce qu'elles ont été produites, par exemple au Québec, si on est au Québec, ou est-ce qu'on recherche des œuvres à statut universel? Et même, est-ce que toutes les formes de culture, tous les genres et les sous-genres peuvent créer leur propre classique? C'est ce que l'on voit dans le domaine, par exemple, du roman policier ou de la science-fiction, qui sont des genres qui ont désormais des classiques bien établis et peu discutés, en tout cas peu contestés. Et on a l'impression que ce processus de canonisation littéraire, parfois il est un peu plus élitiste que démocratique, ou peut-être le contraire. Quel est le regard que vous portez sur cette question? Alors c'est vrai que du fait en particulier de l'imposition scolaire, il y a souvent une résistance. Il y a des travaux comme ça intéressants qui ont été faits, que je cite dans le livre, qui montrent que Madame Bovary de Gustave Flaubert est de loin l'œuvre la plus détestée par les élèves quand on leur demande. Mais en même temps, quand on pousse le sondage, on voit bien que c'est aussi une œuvre qu'ils ont énormément retenue, qui les a fait réagir. Et donc, il y a une dimension de résistance. On voit bien que les œuvres qu'on nous fait lire à l'école sont aussi souvent des œuvres auxquelles on essaye d'échapper. Et puis, on peut par la suite les retrouver, mais on voit aussi que chaque communauté élabore ses propres classiques qui viennent se mesurer aux œuvres que l'on nous impose ou que l'on nous propose ou qui font autorité. Exactement. Décidément, juste savoir si, par exemple, si vous pensez qu'au niveau du canon littéraire, est-ce que ça donne beaucoup plus de place aux écrivains du Sud, je veux dire, aux écrivains de l'Afrique du Nord ou de la Méditerranée, parce qu'on a plus ou moins l'impression qu'il y a une domination, n'est-ce pas, du monde occidental. Vous me corrigerez à ce niveau. Est-ce que vous pensez que, justement, il y a une place quand même assez considérable pour le Sud? Alors, on peut prendre l'exemple du prix Nobel de littérature. Le prix Nobel de littérature qui a été remis pour la première fois au tout début du XXe siècle, donc parmi les prix qui ont été créés à la suite du testament d'Alfred Nobel, le prix Nobel de littérature. Et on voit que le prix Nobel de littérature, pendant très longtemps, jusqu'aux années 1990, disons, a été massivement occidental, du Nord et masculin. Et dans les 20 ou 30 dernières années, il y a eu une volonté, on la voit dans les décisions du comité Nobel, d'équilibrer davantage entre des hommes et des femmes. Il y a presque une alternance aujourd'hui, on le voit dans les dernières années, et dans les origines géographiques, et même dans les genres, mais les origines géographiques des auteurs et des autrices. Et donc, on voit des auteurs asiatiques, on voit des auteurs du Sud qui, jusque-là, avaient des chances extrêmement faibles d'obtenir le prix Nobel de littérature. Cette fois, leur chance, si je puis dire, augmente parce qu'il y a un phénomène de représentation et d'équilibre qui s'est créé. Dans le cadre de la mondialisation, les littératures du Sud ont davantage d'accès, mais elles restent dominées, si je puis dire, par rapport aux littératures du Nord, en termes de traduction, en termes de prix obtenus, etc. Il y a une domination à ce niveau. Très bien, on va faire une autre pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Anthony Guinoer, qui est l'auteur de ce texte, de ce livre, pardon, Les classiques littéraires, introduction à une sociologie, très intéressante conversation. On vous revient. De
retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On parle des classiques littéraires, un livre qui vient de paraître chez les Presses Université de Montréal. Son auteur, M. Anthony Glinoer, mon invité chez Agora, à ici Télévision, de cette semaine. Parlons de la portée nationale, transnationale, voire mondiale, qui a été accordée par le passé à certains classiques comme Victor Hugo. Maintenant, Victor Hugo, on peut le lire même en Brésil. Émile Nelligan est présent au Maroc. Je veux dire, jusqu'où peut-on être un classique là? Est-ce qu'il y a une limite, je veux dire, surtout quand on se projette vers ces pays dont la langue n'est pas forcément le français. Le français, c'est une langue seconde. Oui, la notion d'universalité des classiques est une notion intéressante et importante. Certaines œuvres ont un statut quasi mondial, c'est-à-dire qu'elles sont connues et reconnues, si on pense à Homère, l'Iliade et l'Odyssée, à la Divine Comédie de Dante, au Don Quichotte de Cervantes, sont des œuvres qui sont connues presque dans le monde entier, pas pour n'importe quelle raison, aussi parce qu'il y a eu une colonisation et que donc ces œuvres ont été imposées très très largement, etc. Mais donc certaines œuvres comme ça ont obtenu, certains auteurs aussi, on le voit par exemple Salman Rushdie, l'Indien, est un auteur qui a véritablement, qui se vend sur tous les continents. Exact. Alors ces œuvres-là circulent particulièrement bien, d'autres circulent aussi beaucoup, c'est le cas d'œuvres qui circulent sur des raisons commerciales, et celles-là aussi deviennent un statut mondial. Voilà, c'est ça. Et donc elles peuvent avoir un statut et un rôle différent. Mais on voit qu'il y a des phénomènes effectivement transnationaux, que les classiques que l'on se reconnaît, ce sont les classiques locaux, les classiques d'une nation, les classiques d'une communauté, mais ce sont aussi des œuvres et des auteurs qui ont pris cette dimension transnationale, continentale, voire mondiale. Exactement. Parlons de ce chapitre, le prestige littéraire. Vous abordez cette intéressante question de la notion du prestige littéraire à la fin du livre. Peut-on dire que les maisons d'édition sont, quelque part, la cause de ce prestige littéraire? On donne un exemple. Par exemple, Gallimard. On publie à Gallimard, la personne, l'auteur, c'est un génie, quelque part. Je ne sais pas si c'est un préjugé ou non, mais la grandeur de la maison d'édition contribue aussi à la grandeur de l'auteur. Quel est votre regard justement sur cela? Certainement, les maisons d'édition ont un rôle capital, pas exclusif, mais capital, dans la construction du prestige, l'élaboration de cette autorité dont je parlais au début de notre conversation. Et donc on voit effectivement que certaines maisons d'édition sont celles qui concentrent non seulement les auteurs qui obtiennent le plus de prix, mais aussi qui rééditent les œuvres qui font autorité. Vous parlez de Gallimard, très justement, dans le cas de la France, c'est une maison d'édition qui, depuis toujours, est reconnue pour reconnaître... C'est ça. Parce que c'est une famille aussi, hein. Exactement, et c'est resté aux mains de la famille. Et on voit que, par exemple, la collection de la Pléiade, que certains d'entre nous peuvent avoir des exemplaires de cette collection-là, ça reste la collection qui reconnaît le grand auteur, la grande œuvre, etc. Même à une échelle internationale, il y a ce rôle de la Pléiade qui est connu. Très bien. On retiendra, en ce qui a trait au livre de la plupart d'auteurs, par exemple, que les classiques littéraires, on peut les enseigner comme on ne peut pas les enseigner. Donc, faut-il continuer, par exemple, de les enseigner, surtout quand on sait que maintenant, il y a, n'est-ce pas, il y a d'autres courants beaucoup plus contemporains qui attirent les jeunes. Encore une fois, qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau? En quoi est-ce que ça peut être si bien? Je sais que maintenant, n'est-ce pas, il y a aussi des études postcoloniales aussi sur le racisme, le sexisme, la sororité, tout cela. En quoi est-ce que ça peut être utile pour la jeune génération de continuer à s'intéresser à ces œuvres classiques? Alors c'est une question très délicate. Les classiques sont à la fois ceux qui se transmettent, ceux auxquels on résiste,
pour en amener d'autres, pour en proposer d'autres, pour voir aussi à quel point ils étaient porteurs, si on parle d'œuvres du passé un peu lointain, ils étaient porteurs de préjugés, de stéréotypes, voire, on voit bien avec l'œuvre de Mark Twain, à quel point voilà, il y a toutes sortes de polémiques autour de la présence du racisme très prononcé dans ses œuvres. Donc toutes ces questions-là se posent, et ça se pose d'autant plus dans un cadre où la population générale, les jeunes en particulier, lisent de moins en moins. Oui. Donc que faire quand on est enseignant ou enseignante pour faire lire nos jeunes? Est-ce que ces œuvres-là sont les pires ou les meilleures pour leur faire découvrir, leur faire aimer la lecture? C'est une question que, en fait, je pense chacun et chacune doit aborder par soi-même. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Elles portent quelque chose, ces œuvres-là, elles portent quelque chose qui nous relie au passé, qui nous relie à d'autres communautés, qui nous relie à d'autres cultures, et en même temps, elles sont porteuses des valeurs de leur temps et de leur lieu. Tout à fait. Puis, juste une question complémentaire à celle-là, parce qu'il y a encore des œuvres controversées, complètement là. Est-ce que vous pensez que ça en vaut la peine de continuer d'enseigner ces œuvres controversées? Tout dépend de ce qu'on en fait. Tout dépend de quel statut on leur donne. Tout dépend de si on les traite comme des statuts. Après tout, il y a eu toutes ces discussions aussi sur la présence sur certains statuts dans l'espace public. Est-ce qu'on les traite comme des statuts ou est-ce qu'on les traite comme des témoignages qu'il faut interroger, qu'il faut discuter, qu'il faut contester aussi parfois, mais dont on reconnaît qu'elles ont eu et qu'elles ont encore un rôle important dans la construction collective. Très bien. Alors, question pour résumer un petit peu cette conversation générale là. Comment redonner aux jeunes le goût de lire des œuvres classiques? On voit bien que certaines œuvres pour la jeunesse, comme Harry Potter, sont des œuvres qui ont obtenu un statut par la lecture répétée, par la transmission et au fur et à mesure par l'intervention dans le monde culturel. Cette œuvre-là a obtenu relativement rapidement, finalement, un statut de classique quasiment incontesté. Oui. Jusqu'à ce que son autrice vienne faire des déclarations qui ont alors posé des questions sur ce statut. Donc on voit que c'est intéressant. Une œuvre qui est stabilisée ne l'est jamais tout à fait en tant que classique parce qu'il peut y avoir d'autres événements ou d'autres éléments qui viennent mettre ça en péril. Mais la lecture de façon générale et certaines œuvres, qu'elles soient adaptées ou qu'elles soient lues dans leur langue ou dans leur typographie d'origine, ça peut jouer un rôle important dans la découverte à la fois de la lecture, mais aussi de l'ordre des choses, de la façon dont les choses se sont inscrites dans le temps. Excellent. Merci beaucoup, M. Glinoer, d'avoir répondu à notre invitation. Les classiques littéraires, introduction et sociologie de son auteur, M. Anthony Glinoer, qui était mon invité ce jeudi chez Agora, ICI Télévision. Mesdames et messieurs, je vous fixe rendez-vous prochain jeudi à 15h30. Kamal Benkiran avec vous, portez-vous bien. Au revoir.